il y a plus que 1100 noms dans ce carnet avec le nom de famille et l'âge, le métier, et des fois même s'il était réformé du travail ou non. Donc tout ça, c'est une information qui est très importante. C'est un carnet qui est passionnant du point de vue de recherche. On essaie maintenant de trouver les gens, les familles, oui, qui sont mentionnés dans ce carnet. Vous avez maintenant un prof que votre père était déporté, qui était dans un camp de travail forcé en Tunisie. Tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Chaim Sadoun de l'Institut Ben Zvi à Jérusalem. Il a créé en 2007, dans le cadre de l'Institut Ben Zvi, un centre de recherche et d'information sur les Juifs originaires d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Alors, vous êtes là parce que prochainement, ça va être les 80 ans de la libération de Tunis, de la domination de l'occupation nazie qui a eu lieu entre 1942 et 1943. Vous avez décidé de célébrer ça, en tout cas d'en parler. Oui, parce que ce ne sera pas la première fois qu'on parle de la situation des Juifs de Tunisie pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pour cette occasion spéciale, ce n'est pas que les 80 ans, nous avons trouvé de nouveaux documents sur la Deuxième Guerre mondiale en Tunisie, sur l'occupation allemande de la Tunisie, sur le destin des Juifs en Tunisie pendant cette époque-là. On a décidé de partager tout ça, tout ce que nous savons avec le public. Pour nous, c'est de trouver de nouveaux documents et important. Tellement important, c'est un joie, c'est une grande découverte pour l'historien. Bien sûr. Donc, c'est ça qu'on va faire dans ce colloque. Ça veut dire, pour la première fois, on parlera sur le destin des Juifs, ce qui s'est passé aux Juifs pendant ces 6 mois d'occupation allemande de la Tunisie. Voilà, alors évidemment, ce sera le 11 mai 2023 entre 10h30 et 19h. Ce sera en hébreu et en français. Traduit simultanément. Voilà, il y aura des chercheurs de l'étranger, des chercheurs israéliens aussi, évidemment. Et ce qui est important pour vous, justement, c'est d'essayer de stimuler aussi la recherche, de continuer de chercher, parce qu'il y a encore beaucoup de documents. Énormément. Ça fait déjà 15 ans que je fais cette recherche, qui est passionnant à mon avis, parce que les archives françaises ont commencé à s'ouvrir aux chercheurs. Il y a 10 ans, c'était presque impossible de trouver des bons documents, ça veut dire des documents qui te donnent les preuves, ce qui s'est passé pendant cette époque-là. Mais aujourd'hui, les archives, ce qu'on appelle les archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, les archives diplomatiques à Nantes, tout ça c'est ouvert aux chercheurs. Donc il faut juste avoir un sujet de recherche et aller... C'est pas un sujet, c'est aller essayer de trouver ces documents. Et on a trouvé des choses qui sont tellement intéressantes. J'espère qu'on pourra les publier pour le public. On essaie de publier des documents, des nouveaux documents, parce que normalement, le public israélien ne parle pas français. Presque tous les documents sont en français. Donc on essaie de traduire des documents de français en hébreu pour les enseignants dans les écoles. Comme ça, ils pourraient donner des cours, oui, en hébreu aux étudiants et en Israël. Alors, vous faites beaucoup de choses, vous continuez de faire de la recherche, bien évidemment. Sûr, vous avez une équipe avec vous? J'ai une équipe de recherche avec moi, qui travaille avec moi, trois chercheurs qui travaillent avec moi. Et moi, ça fait déjà 40 ans que je travaille sur les Juifs d'Afrique du Nord, sur les Juifs en terre d'islam. J'étais l'éditeur d'une série de livres sur les communautés juives en terre d'islam, qui était publié à l'Institut Ben Zvi. J'ai publié un livre sur le mouvement sioniste en Tunisie, sur l'immigration des Juifs d'Afrique du Nord. Énormément de choses, à mon avis, intéressantes. Ce qui vous a passionné pour cet événement, et je crois que ça a été aussi pour ça que vous avez organisé ce colloque, c'est que vous avez trouvé un journal, et pas n'importe quel journal. Exactement. C'est plus qu'un journal, c'est un carnet. Je ne sais pas qui exactement a écrit, d'une petite ville en Tunisie, au centre de Tunisie, qui s'appelle Sousse. Et peut-être les dirigeants ou un dirigeant, peut-être le rabbin de la communauté, a noté tous les noms. Ça veut dire c'est un carnet de tous les noms des Juifs qui ont été déportés de la ville de Sousse au camp de travail forcé en l'environnement de Sousse. Il y a à peu près aujourd'hui, il y a 58 pages dans ce carnet. Il y a plus que 1100 noms dans ce carnet avec le nom de famille et l'âge, le métier, et des fois même s'il était réformé du travail ou non.
Donc tout ça, c'est une information qui est très importante. Vous ne l'avez jamais eu, c'est nouveau. Jamais, non. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y avait 9 déportations. Ça veut dire, c'était pas que tous les Juifs ont été pris un jour, 1100 Juifs, et ils sont allés au travail forcé. On sait qu'il y avait 9 différentes périodes de déportation dans 6 mois. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup. On imagine le stress des populations. Exactement, de comprendre pourquoi il y avait 9, pourquoi pas tout le monde dans le même temps. Parce que la situation militaire en Tunisie a changé de jour à l'autre, oui, à cause de la guerre. Donc c'est un carnet qui est passionnant du point de vue de recherche. On essaie maintenant de trouver les gens, les familles, oui, qui sont mentionnés dans ce carnet. Le rabbin qui s'appelle Israël Ishaï était le rabbin où chez lui, à Netanya, on a trouvé ce carnet, et son fils, Eliav, qui nous a donné ça, pour le publier au public et dire, voilà, vous avez maintenant un prof, que votre père était déporté, qui était dans un camp de travail forcé en Tunisie. C'est pas très connu. Non, c'est pas connu, et puis ça peut même aider ces familles à faire valoir certains droits. Exactement. Donc c'est pas simplement une recherche stérile. Exactement. Ça a vraiment un effet concret dans la vie des gens, quoi. La vie des gens en Israël et ailleurs, même en France. Alors, vous nous avez dit que ce colloque était en français et en hébreu, mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est qu'il y a un chercheur italien, alors là, pour le coup, qui va lui aussi s'exprimer en français, et qui va parler d'un sujet très peu connu. Exactement, il va parler sur le sujet des parcours des enfants juifs italiens. Je vais dire, en parenthèse, je vais mettre, en Tunisie, il y avait à peu près 5000 juifs italiens qui ont vécu en Tunisie, à partir de fin du 19e siècle. Okay. Donc, et c'était tous avec une très grande appréciation à Mussolini, au fascisme. Et ils étaient tellement, vexés par l'attitude de Mussolini après la publication du manifeste de la race italienne. Oui, qui sont partis. Non, ils ont resté en Tunisie, mais ils ont commencé à devenir plus français que italiens. Okay. Donc, ils étaient un peu préférés par les autorités allemandes parce qu'il y avait une alliance entre les Allemands et les Italiens. Oui, mais quand même, c'était un et parcours dans leur cœur, différent. ils préféraient les Français. Mais c'était un différent parcours des Juifs tunisiens. Donc, il parlera de ce petit groupe des enfants italiens qui étaient en Tunisie pendant l'occupation allemande. Et il y aura encore une chercheuse et française qui s'appelle Marianne Guez, qui parlera sur les Juifs qui étaient dans l'armée française. Tout de suite après la libération, quelque chose qui est très impressionnant de ce qu'ils ont fait pendant cette époque-là. Et il y aura même des chercheurs israéliens, à mon avis, ce qui peut être très intéressant, c'est voir un rabbin qui a accepté, qui va venir, qui parlera sur la question de la confiscation de 43 kilos d'or des Juifs de Djerba. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une histoire que tous les Juifs tunisiens de cette époque-là ont raconté. Enfin, c'est juste là, on racontait à leurs enfants, leurs petits-enfants, mais il n'y avait pas de preuves. Il n'y avait pas de preuves, voilà. Il n'y avait que un témoignage du rabbin qui s'appelle Khalfon Moshe Cohen, qui a raconté l'histoire. Mais il n'y avait pas de lettres, il n'y avait pas de témoignages, des évidents de l'époque. Des preuves vraiment concrètes que les Allemands ont vraiment pris cet ordre. Ce rabbin, Binyamin Raphaël Cohen, a trouvé des lettres de l'époque-là, de 1943, qu'il va publier pour la première fois, et qui peut raconter l'histoire, même l'histoire entre les deux communautés qui étaient à Djerba. Il y avait une communauté des Kohanim et une communauté des Lévites. C'est deux différentes communautés qui a vraiment donné de l'argent. Et en fait, c'est les lettres du Beth Din. Hein. Exactement, c'est les lettres du Beth Din, le tribunal rabbinique de Djerba, qui vont être publiées pour la première fois dans ce colloque. Bon, alors, est-ce que tout le monde peut se rendre à cette journée? On a une très grande salle de 250 places. On sera très fiers s'ils vont venir et partager on va partager avec eux ce qu'on essaie de savoir, de comprendre sur cette époque-là. Est-ce que c'est gratuit? Oui. C'est formidable. Donc c'est un colloque gratuit et je crois même que vous avez organisé une retransmission live sur Facebook et en Zoom. Exactement. Et même il y aura quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux. Ça veut dire pour la première fois, un chanteur israélien d'origine tunisienne qui s'appelle Yoni Roé, qui est très connu en Israël, va chanter une élégie qui est écrite par les Juifs de Tunisie tout de suite après la guerre. Elle n'était pas connue, donc à la fin, il va faire un petit concert. Un petit concert de 3 chants
très, très émouvante à mon avis. J'en profite pour vous donner l'adresse. Donc, c'est 14 rue Ibn Gvirol à Jérusalem, évidemment. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous vous connectez sur la page du centre Benzvi, Yad Benzvi sur Facebook et vous pourrez assister à la retransmission intégrale. En tout cas, on voulait vous remercier d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup pour Kalita. J'espère qu'on pourra coopérer au futur. On espère qu'il y aura beaucoup de monde. J'espère. À Merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup, Kat.